J'ai accepté avec grand plaisir de faire l'animation de cette matinée de plénière en deux temps. Grand plaisir avec un petit bémol hier quand le président Clotilde Le Breton a dit en annonçant cette matinée qu'il attendait, et il y a eu un petit temps après le mot attendait et avant le mot suivant, qu'il attendait beaucoup de cette matinée. Et là, j'ai senti mon échine se tendre un petit peu avec cette pression pour qu'effectivement, nous ayons des échanges fructueux, porteurs, nourrissants pour les débats que vous aurez aujourd'hui et demain à la suite de cette plénière. Et du coup, je partage un petit peu de cette pression amicale avec tous les invités de cette première partie de la plénière. Alors, tout à l'heure, donc Cédric l'a dit, l'enjeu va être de commencer par un dézoomage après, ou précédant plutôt le zoom que nous aurons en deuxième partie, puisque là, on parlera de choses que vous connaissez pratiquement quotidiennement, c'est-à-dire la situation de la fabrique des politiques publiques en matière culturelle à l'échelle départementale. Et vous connaissez bien sûr la situation des finances publiques locales qui est un paramètre clé pour comprendre la situation de ces politiques publiques et en même temps peut-être un paramètre aveuglant parce que toutes les difficultés ou toutes les questions posées ne relèvent pas exclusivement des questions de finances publiques, mais on en parlera donc dans cette deuxième partie. Et la première partie est destinée, c'est ce qui m'avait d'ailleurs aussi beaucoup séduit, à dézoomer, c'est-à-dire à regarder au fond plus largement la situation nationale et internationale pour essayer d'y repérer les éléments qui à la fois ont un impact sur la fabrique des politiques publiques culturelles, mais également des éléments sur lesquels ces politiques pourraient à l'avenir intervenir et éventuellement répondre à ces enjeux globaux qui traversent nos sociétés comme bien d'autres. Alors, il y a plusieurs mots pour qualifier la situation actuelle. On a souvent parlé de sidération, on a parfois parlé aussi de confusion, on parle beaucoup de transition, parfois aussi de dérèglement, voire d'effondrement. Alors, c'est le mot complexité qui a été retenu ici, donc naviguer dans la complexité avec cette métaphore maritime qui va bien à Granville. La complexité, je ne sais pas si elle est plus importante maintenant qu'auparavant, mais peut-être que ce qui a changé, c'est que nos grilles d'analyse et nos outils pour comprendre la situation, pour se repérer dans cette situation, sont peut-être obsolètes, un peu périmés, et qu'il faut repenser différemment la situation que nous vivons. Donc on a, vous le voyez, trois invités, que je remercie à nouveau, qui ont des activités de recherche, d'observation des situations contemporaines et qui, au fond, croisent trois champs disciplinaires. Alors, le champ de la sociologie et de la politique, celui de l'économie politique, celui de la philosophie politique et morale. Vous voyez que les uns et les autres, dans des disciplines différentes, traitent des enjeux politiques, de la situation politique et des choix politiques qui sont faits aujourd'hui. Mais ce qui nous a aussi beaucoup intéressé, c'est que de différentes façons, les uns et les autres, ou les unes et les autres, abordaient au fond la question de la démocratie, de l'état de la démocratie ou des démocraties contemporaines, ce qui importe beaucoup pour les acteurs culturels qui, dans leurs activités, parlent de démocratisation culturelle ou de démocratie culturelle. Mais si la démocratie, globalement, est en train de s'affaiblir, elle devient de moins en moins présente dans le monde, on peut se douter que ça n'ira pas forcément dans le sens d'un développement des démocraties culturelles ou de la démocratisation culturelle. Alors, je présente donc mes invités. Donc, à mes côtés, Blanche Léridon, qui est donc directrice éditoriale de l'Institut Montaigne et que l'on a invitée notamment pour une de ses notes qui a été publiée au début de l'année 2025, qui était une note sur le bilan de l'année 2024, qui a été une année électorale, alors pas seulement en France, mais dans beaucoup de pays du monde.
Et autour de cette année électorale, la question était de savoir ce que l'on pouvait dire de l'état de la démocratie dans ces différents pays. Et donc c'est la raison pour laquelle nous l'avons invité. Je rajoute que la note avait un sous-titre, après 2024, Crépuscule ou renouveau démocratique. Je crois qu'on est bien dans les questions qu'on se pose aujourd'hui. Donc à ses côtés, Florence Chadier-Catrice, qui est, alors tout à l'heure, on en a parlé, je veux dire plutôt économiste politique ou spécialiste d'économie politique à l'université de Rouen. Vous êtes titulaire d'une chaire d'excellence économie de la qualité et de ses mesures. Et effectivement, une des approches qui vous caractérise consiste à dire que si, bien sûr, il faut s'intéresser à l'économie parce qu'elle est en arrière-plan des questions de finances publiques qui tout à l'heure nous occuperont, l'économie ne se lie pas de façon monolithique avec des dogmes, mais qu'il y a un débat autour des approches de la situation économique et qu'il y a notamment à introduire ici une pluralité et de la réflexion autour des instruments de mesure, des indicateurs de mesure, des questions de performance, des questions d'évaluation qui parfois relèvent de dogmes mais qu'il faut plus souvent interroger. Et donc vous avez une formule qui caractérise assez bien cette approche qui était la suivante: qui décide de ce qui compte, si je ne me trompe pas dans la formulation. Et je trouve que c'est une question intéressante qui problématise, qui souvent ne l'est pas suffisamment. Vous avez publié en 2012 un ouvrage sur la performance totale, et donc la question de la performance qui revient régulièrement dans les débats publics et dans les questions de management à la fois privé et public. La performance totale, nouvel esprit du capitalisme, et puis plus récemment avec Dominique Méda, mais ce n'est pas tout à fait le sujet que vous allez aborder, un ouvrage qui était consacré à la croissance. Faut-il attendre la croissance? Et vous y posiez la question, la croissance est-elle réalisable ou souhaitable et souhaitable en même temps? Florent Guénard, donc, pour terminer ce tour de présentation de nos invités, donc philosophe à l'Université Paris-Est Créteil, spécialiste donc, de philosophie morale et politique, de la philosophie des Lumières en particulier, et vous êtes aussi rédacteur en chef de la revue en ligne La Vie des idées, qui a été fondée par Pierre Rosanvallon. Donc vous avez publié récemment la passion de l'égalité en 2022, c'est au seuil, et les questions d'égalité ou d'inégalité sont au cœur de nos débats dans les démocraties. On l'a vu plus récemment avec le rapport à la loi, à l'institution judiciaire, le rapport à l'impôt aussi, et on a une situation qui est celle de démocratie au sein desquelles les inégalités croissent, et donc qui pose un problème sur la performance. Finalement, on peut jouer un peu sur les mots ici, des démocraties, en tout cas au regard des promesses qu'elles ont portées. Alors, on va, j'espère, aller assez vite, découper cette séquence en deux temps. Ce sera le cas aussi de la deuxième séquence. Un premier temps, on va plutôt être sur des questions de diagnostic des mutations contemporaines. Alors, bien sûr, on ne pourra pas tout aborder. Et vous allez choisir, vous avez choisi déjà des thèmes ou des axes de vos prises de parole. Donc un temps de diagnostic et puis un temps ensuite plutôt sur l'impact que ce diagnostic ou que ces éléments que vous avez diagnostiqués peuvent avoir sur la fabrique des politiques publiques territoriales. Donc une dizaine de minutes chacune et chacun pour en parler, 2 tours de table. Et comme tout à l'heure, donc Cédric l'a annoncé, vous avez ici un QR code et vous pouvez donc en l'utilisant poser des questions. Alors Cédric aura la charge un peu délicate de synthétiser les questions, peut-être de les rassembler, et on aura une dizaine de minutes pour y répondre. Enfin, en tout cas, je vous laisserai y répondre. Je ne porterai pas moi-même de réponse à ces questions. Alors, je vais commencer par Blanche Leridon pour lancer ce débat autour de la lecture de la situation sociale et politique que vous avez faite en tout début d'année, après 2024. On arrive à la fin de l'année, des choses se sont produites, se sont passées. Je ne sais pas si à la fois les outils de lecture ont été accrus, mais surtout, est-ce que le crépuscule s'est approfondi encore, ou est-ce que le renouveau démocratique pointe vraiment le bout de son nez? Voilà la question un peu vaste que je vous pose. Merci beaucoup.
Oui, je pense que là, ça marche. Merci beaucoup et bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là. Donc, merci beaucoup à Culture Co pour l'invitation et nous permettre ce beau débat ce matin. Vous l'avez dit, en début d'année, j'avais publié cette note parce que c'est vrai que c'était, je crois, dans l'histoire contemporaine, on n'avait jamais connu une année électorale aussi dense, c'est-à-dire que vous aviez à la fois des élections aux États-Unis, en Inde, en Turquie, au Royaume-Uni, en France. Et l'idée, c'était de voir un petit peu quelles grandes leçons est-ce qu'on pourrait en tirer. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des éléments qui étaient présents dans sa note, mais la question qui structurait mes réflexions à ce moment-là, c'était vraiment cette question du crépuscule ou du renouveau. Moi, j'ai une fâcheuse tendance à l'optimisme, donc j'avais plutôt envie, au-delà d'un crépuscule que tout le monde annonçait, de chercher aussi un certain nombre de motifs d'espérance. C'est vrai que c'est un peu compliqué aujourd'hui et on va y revenir. Mais ce que je retiens peut-être dans les grandes lignes, c'était une hausse de la participation électorale dans beaucoup de ces pays, mais qui malheureusement n'était pas forcément mue par les meilleurs des moteurs. C'est-à-dire que la hausse de la participation n'est pas nécessairement synonyme d'un dynamisme démocratique positif, et notamment aux États-Unis, où on voit que la forte participation, c'était la deuxième plus forte participation de ces 50 dernières années, était aussi en partie due à la très forte polarisation politique dans le pays et au fait que vous alliez voter non pas dans le cadre d'une alternance politique classique, mais parce qu'il y avait un ennemi à abattre en face de vous, un ennemi existentiel, et que il y avait une espèce de changement de paradigme politique où la question électorale devenait une espèce de question un peu guerrière, de combat existentiel avec un adversaire politique qui s'était transformé en ennemi. Mais néanmoins, je pense qu'on peut continuer à espérer. Il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels je reviendrai dans un instant. Moi, j'ai souhaité, surtout ce matin, pour donner un peu des éléments tangibles pour démarrer cette journée, me baser sur une autre étude de l'Institut Montaigne. Cette étude, c'est l'étude Fracture française. Fracture française, c'est une enquête qui existe depuis maintenant 13 ans, qui est conduite par Ipsos et qu'on a fait en partenariat avec le CEVIPOF de Sciences Po, avec Le Monde et la Fondation Jean Jaurès, et qui nous permet d'interroger les Français chaque année sur un certain nombre d'indicateurs, leur rapport aux autres, leur rapport aux institutions, leurs préoccupations, leurs attentes. On renouvelle évidemment le questionnaire chaque année, mais l'idée aussi, c'est de pouvoir conserver un certain nombre de questions année après année pour voir comment, sur un certain nombre d'indicateurs, les réponses des Français évoluent. Et c'est une base extrêmement riche. Alors, extrêmement riche, mais je veux aussi nuancer. Nous, c'est un outil, c'est une photographie qui est très utile pour nos travaux, mais qui ne peut en aucun cas se substituer à des études plus qualitatives, plus approfondies, plus théoriques aussi. Et le chiffre ne doit pas dicter nos politiques. Je sais que ma voisine sera d'accord avec moi sur ces sujets-là, et qu'il faut aussi, ça peut être un raccourci un peu facile de résumer les Français à ces chiffres-là, et donc il faut les prendre dans un continuum d'éléments et d'outils d'analyse, et le chiffre n'est jamais le seul élément qui doit guider la décision politique, bien au contraire. Que nous disent les chiffres de Fracture française pour cette année? Déjà, ils mettent en avant une immense défiance, dont vous avez certainement tous entendu parler, immense défiance à l'égard des institutions nationales en particulier. La confiance, et je vais démarrer par là parce que c'est peut-être la plus faible, à l'égard des partis politiques aujourd'hui, c'est 10%. De tous les acteurs, institutions sur lesquels on interroge les Français, c'est l'ensemble qui arrive à la fin du classement avec ces 10%. La confiance envers les députés, c'est 20%. C'est extrêmement faible quand on la compare à la confiance de 2022, où on avait 36% de confiance. Donc on voit à quel point, et là on peut en tirer un certain nombre de conclusions sur l'impact qu'a eu la dissolution, et ensuite les comportements parlementaires qu'on a pu observer, et qui ont considérablement affaibli la confiance que pouvaient avoir nos concitoyens à l'égard de ceux qui sont pourtant supposés les représenter. Alors la confiance à l'égard de l'Union européenne, c'est un petit peu plus élevé. On est à 40%, mais on est quand même sur des étiages qui sont loin d'être satisfaisants. La confiance envers les syndicats, c'est 36% aussi. Donc là encore, on est sur des chiffres qui sont beaucoup plus élevés que les chiffres à l'égard des partis politiques, mais qui restent insatisfaisants à mon sens. Les médias atteignent un record
même si c'est 34%, mais c'est le record le plus haut depuis qu'on fait l'enquête. Et la présidence de la République, c'est 22%. C'est intéressant de voir qu'au-delà des chiffres concernant le président de la République lui-même, dont on sait à quel point il est impopulaire, il entraîne avec lui une défiance assez importante à l'égard de l'institution présidentielle, alors même que l'on sait à quel point les Français sont attachés à l'institution présidentielle et à l'élection présidentielle, qui suscite énormément d'attente, voire d'impatience. Il y avait un sondage il y a quelques mois qui montrait que, je crois, 7 Français sur 10 étaient très impatients à l'égard de l'élection de 2027. Alors tout de suite, pour nuancer ces sujets-là, je voudrais dire quelques mots du local, puisque s'il y a bien un échelon qui semble échapper au phénomène de la défiance, et donc ça vous concerne tous, c'est l'échelon local, et en particulier les maires, puisque il y a 68% de confiance envers les maires en France, donc qui est beaucoup plus élevé que les échelons nationaux que je viens de citer. Et si on regarde un peu dans le détail en fonction des agglomérations, vous avez 74% de confiance quand on s'intéresse aux agglomérations rurales, alors qu'on n'a que 60% dans l'agglomération parisienne. Mais on voit là qu'il y a une espèce de prime au local et à la proximité qui s'incarne aussi dans la confiance des Français à l'égard des petites et moyennes entreprises, qui s'élève à 82%. Et pourtant, en dépit de cette confiance, c'est dans les communes, et notamment dans les plus petites communes et dans les communes rurales, que l'accès aux services publics est considéré par les Français comme le plus défaillant. Donc il y a un hiatus là qu'il faut impérativement reconstruire. Autre élément majeur qui ressort de l'enquête de cette année, c'est le pessimisme et le déclinisme. 90% des Français interrogés pensent que la France est en déclin. C'est un record depuis la création de l'enquête, et 32% considèrent que ce déclin est irréversible. Vous avez 36% des Français qui pensent que leur situation va se dégrader, 12% seulement qui pensent qu'elle va s'améliorer, 74% des Français qui considèrent que dans le pays c'était mieux avant, donc ils se réfugient dans ces éléments-là. Et enfin, 43% des Français qui se sentent seuls, et c'est un chiffre qui augmente de façon assez considérable, notamment chez les plus jeunes générations. Alors l'idée, c'est pas de vous faire une litanie de tous ces chiffres, d'autant qu'ils sont assez peu réjouissants. Moi, j'aime bien les lire de diverses façons. Déjà, la défiance, j'aime la lire comme une exigence. C'est-à-dire que si les Français ressentent de la défiance, dire qu'ils n'ont pas confiance à l'égard de leur politique, c'est aussi parce qu'ils en attendent énormément. Et que pour moi, ces chiffres-là, ils doivent aussi être un espèce d'aiguillon, un moteur, pour montrer qu'il n'y a pas un désintérêt massif, comme certains voudraient le croire, à l'égard de la politique, mais plutôt une attente considérable et la volonté que ceux qui les représentent agissent conformément à ce qu'ils attendent, et que les Français ne peuvent pas se contenter du spectacle parfois affligeant qui peut avoir lieu à l'Assemblée et sur la scène politique nationale en général. Donc ça, pour moi, ça doit être aussi un indicateur non pas d'une grande déconsolidation démocratique et d'un désintérêt total et manifeste, mais plutôt comme le révélateur d'une attente et d'une exigence immense des Français à l'égard de celles et ceux qui les gouvernent, et encore une fois, avec cette demande de local, de proximité. Là, on est en train de finaliser une très grosse enquête sur le civisme à l'Institut Montaigne qui paraîtra en tout début d'année prochaine. Je ne peux pas en révéler dès maintenant les éléments, mais on se rend compte, en travaillant à la fois sur des panels quanti, mais aussi sur des études plus qualitatives, qu'il y a un réservoir civique, en réalité, sous-exploité en France. Et qu'il y a des gens qui ont juste envie de participer davantage. Et quand je dis participer, ce n'est pas seulement au moment de l'élection, mais qui ont envie aussi de participer à la vie civique un peu différemment. Et on sait que cette demande, elle est particulièrement prégnante au niveau local, et je pense que ça vous intéresse tout particulièrement. Alors, j'ai pas de chiffres sur l'échelon départemental, mais il y a dans toutes les enquêtes qu'on conduit une corrélation positive entre confiance et proximité, mais aussi peut-être une demande de davantage de compréhension, de mieux comprendre ce qui se joue aux différents échelons, et d'avoir plus de responsabilités, mais tout en ayant une meilleure connaissance des possibilités qui sont offertes à chaque acteur et à chaque échelon
élections, que ce soit municipales, puisqu'on s'approche de ces élections-là l'année prochaine, ou départementales et régionales. Autre élément un petit peu plus positif, le régalien continue à susciter de la confiance en France. Vous avez 10% de confiance envers l'école, 74% envers la police, 79% envers l'armée. Un chiffre très intéressant aussi, qui moi m'a surprise, qu'il y a eu une grande défiance à l'égard de la science en sortie de Covid. 81% de confiance à l'égard des scientifiques. Donc ça, je crois que c'est des éléments qu'il faut préserver et poursuivre. Enfin, moi, il y a un dernier élément sur Fracture française que je voulais creuser, c'est interroger la fracture potentielle entre les générations. Parce qu'il y a une petite musique depuis quelques mois, et notamment liée au débat autour des retraites, d'une guerre des générations qui se profilerait dans notre pays, parce qu'on aurait soit une jeunesse totalement sacrifiée par une génération de, entre guillemets, boomers qui profiterait d'un système dont les autres ne profiteraient pas, ou au contraire, on peut entendre l'argument inverse, à savoir qu'on aurait une génération très privilégiée qui ne prendrait pas la mesure de la situation qui est la sienne aujourd'hui. Et vraiment, ce qu'on lit au travers des résultats de l'enquête, c'est qu'il n'y a pas d'acrimonie particulière des plus jeunes à l'égard de leurs aînés, et que ça n'est pas non plus le cas quand on regarde la façon dont les plus âgés perçoivent les générations les plus jeunes. Et qu'en réalité, ils se rejoignent sur beaucoup de préoccupations. La préoccupation sur le pouvoir d'achat, elle est d'une nature à peu près similaire, que ce soit chez les plus de 60 ans ou chez les moins de 35 ans. C'est la première des préoccupations chez l'ensemble des Français, et en particulier chez les plus jeunes et chez les plus âgés. Vous avez 60% des moins de 35 ans qui ont des difficultés à joindre les deux bouts, 50% des plus de 60 ans. Ce n'est pas exactement les mêmes étiages, mais on voit que c'est des chiffres qui sont quand même assez importants chez un public comme chez l'autre. Vous avez aussi des Français qui, les plus jeunes comme les plus âgés, sont très préoccupés par le changement climatique. Là aussi, ce n'est pas un sujet de conflit générationnel, et vous avez 75% des moins de 35 ans qui sont préoccupés par le changement climatique, 72% des plus de 60 ans aussi. Donc on voit qu'on a une préoccupation largement partagée, à la fois chez l'électorat le plus jeune, mais aussi chez le plus âgé, et que ce n'est pas uniquement une question qui intéresse la jeunesse. Donc il y a des points de convergence et des endroits où on peut trouver des préoccupations et une envie commune de changer les choses. Alors, il y a un endroit où la fracture générationnelle, elle est évidente, mais ça ne vous étonnera pas, c'est bien sûr sur la pratique et le rapport à l'IA et aux réseaux sociaux. On voit qu'il y a une confiance envers les réseaux sociaux, notamment, qui est beaucoup plus élevée chez les moins de 35 ans, beaucoup plus élevée, mais attention, qui reste extrêmement faible, puisque vous avez 26% de confiance envers les réseaux sociaux chez les moins de 35 ans, contre 9% chez les plus de 60 ans. Mais la défiance, encore une fois, reste massive chez l'ensemble de ces publics. Par contre, là où vous avez de vraies divergences aussi, c'est dans l'utilisation des outils d'intelligence artificielle, qui évidemment est bien plus élevée chez les plus jeunes. Vous avez 60% des moins de 35 ans qui utilisent l'intelligence artificielle quasiment quotidiennement dans leur cadre professionnel ou étudiant, contre 20% des plus de 60 ans. Et même ces chiffres-là augmentent encore plus dans la pratique, dans leur vie personnelle chez les jeunes. Je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps. Non, j'ai déjà... Non, alors je voulais vous parler de... En un mot, pour revenir un petit peu au sujet du début et à cette démocratie en péril, tous ces sujets de défiance, montrer que la France n'est pas une île, que beaucoup des phénomènes qu'on observe ici en France, on les observe aussi ailleurs. Moi, je travaille beaucoup sur les nationaux populistes en Europe, et c'est vrai qu'on peut expliquer la défiance politique, la progression des extrêmes aujourd'hui, et notamment du Rassemblement national, par la situation politique domestique, mais il y a
a des phénomènes plus globaux qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Et là aussi, pardon de me référer constamment à des chiffres, mais quand on regarde la progression de l'AfD, qui je crois est aujourd'hui à 29% en Allemagne, quand on voit que Reform UK, le parti de Nigel Farage, est autour de 25%, il y a une progression des mouvements nationaux populisme ou des extrêmes dans beaucoup de pays européens. Cette progression, selon moi, elle n'est ni irréversible ni inéluctable. On l'a vu aux Pays-Bas avec une petite régression du parti de Geert Wilders lors des dernières élections il y a 3 semaines de cela. Donc les chiffres sont utiles pour comprendre et ils ne sont pas suffisants, et je pense que les faire dialoguer avec ce que vont dire mes 2 partenaires de cette table ronde sera très utile. Ils doivent nous mettre en alerte, mais il doit aussi être des moteurs, qui vont nous inciter à l'action et non pas voilà, de nous désespérer, mais au contraire nous inciter à agir. Et pardon d'avoir débordé. Merci beaucoup pour cet effort de synthèse de données récentes, où effectivement on voit qu'il y a des divisions, pas forcément celles que l'on pensait trouver, notamment entre générations ou d'un pays à un autre, mais il y a quand même une fracture importante entre les Français et une grande partie de leur classe politique, en tout cas la classe politique nationale, donc ce qui n'est pas un mince problème. Alors, Florence Chédécatrice, donc en préparant cette plénière, vous m'avez dit que la mutation, l'évolution qui vous intéressait le plus et qui vous paraissait peut-être la plus importante à rappeler ici, c'était les mutations du système productif. Alors, il faut savoir de quoi il s'agit précisément, et puis, donc, qu'est-ce qui se joue au fond dans cette mutation-là ? Oui, déjà, bonjour. Je grignote un peu de mon temps de parole pour vous saluer et pour remercier Culturco de m'avoir convié à ce débat. Et vous dire que je suis très honorée et je vais vous raconter un certain nombre de choses. Et en effet, j'avais envie d'attraper la question des mutations sous l'angle du système productif, mais ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être extérieur à ce système productif. J'aurais évidemment pu l'attraper par le biais de la financiarisation des économies, j'aurais pu l'attraper par la globalisation des chaînes de valeur, j'aurais pu l'attraper par l'impact écologique des systèmes productifs et l'enjeu de réendogénéiser, comme on le dit chez les économistes parfois, la question écologique au sein y compris de la valeur finalement économique. Bon, je ne vais pas parler de tout ça parce que je voudrais aussi pouvoir dialoguer avec les deux intervenants de cette table ronde aussi, et pour pouvoir et donc je vais plutôt vous parler des gros enjeux autour de qui décide de ce qui compte, mais déjà qu'est-ce qui compte et comment on compte. Et pour cela, au fond, ce qui va m'intéresser dans le système productif et dans la plus spectaculaire de ces transformations, c'est la mutation dans ce que l'on fait dans le travail. Et je voudrais commencer aussi en propos liminaire en disant que bien que je vais vous parler du système productif, j'ai dit que vous n'étiez pas extérieur au système productif. Je fais l'hypothèse qu'une bonne partie d'entre vous, vous êtes fonctionnaires territoriaux ou quelque chose de cet ordre-là. Il s'avère que jusqu'en 1977, ça sera mon seul moment historique, jusqu'en 1977, les services rendus par les administrations publiques au sens très large, éducation, santé, les services de l'État et des collectivités territoriales, en 1977, étaient exclus du PIB. Donc ce que nous faisions, vous et moi, puisque je suis aussi dans l'enseignement supérieur et la recherche et donc fonctionnaire, eh bien, n'était pas compté comme une activité productrice de richesse et était exclu du PIB. À partir de 1977, les conventions internationaux de compte ont changé et ont inclus à l'intérieur du PIB toutes ces activités des services rendus par les administrations publiques. Avant 1977, nos activités étaient une sorte de revenu de transfert. Et après 1977, donc vous voyez, gros changement dans les conventions de compte et dans nos manières de compter ce qui compte. Les services rendus par les administrations publiques sont producteurs de richesse au sens du PIB. Alors je dis souvent que c'était lié à une convention sociotechnique, c'est-à-dire que dans les années 70, il fallait comparer les puissances économiques sous l'angle de leur indicateur principal qui était le PIB. Hein, je le dis un peu malicieusement en disant il fallait compter qui avait le plus gros PIB. Hein, d'ailleurs encore aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine, c'est la grande question, qui a la plus grande puissance au sens de son PIB. Bientôt, on va recompter les chars et les fantassins, mais en tout cas, pendant cette période un peu de pacification, on parlait d'abord en termes d'indicateurs.
Mais c'est pas suffisant, cette convention sociotechnique. C'est pas simplement parce qu'on voulait comparer mieux. C'est aussi parce qu'il y avait un alignement intellectuel autour du fait que les services rendus par les administrations publiques, les services dits non marchands, produisaient de la richesse. Et pourquoi je dis que cette convention sociopolitique, elle était importante? Parce qu'aujourd'hui, précisément, Trump et ses équipes souhaitent aux États-Unis retirer ces services rendus par les administrations publiques du périmètre du PIB. Et bien évidemment, en considérant que c'est une activité totalement parasitaire et qu'elle ne sert à rien et qu'elle n'est pas du tout productive de richesse. Donc vous voyez que les comptes, ils peuvent être challengés et que donc vous faites partie de ce système productif. Je ne sais pas jusque quand, mais en tout cas, nous faisons partie de ce système productif au sens où nous produisons de la richesse au sens du PIB. Alors ça, c'était mon propos liminaire, un peu trop long, mais je vais quand même continuer. Deuxième point, ça va être mon seul chiffre pour le coup, en ce qui me concerne, mon seul chiffre. Aujourd'hui, cette transformation du système productif à l'intérieur du PIB, c'est une transformation qui a déjà un certain nombre d'années, et l'élément le plus spectaculaire, c'est qu'aujourd'hui, 80% de ce que nous produisons au sens du PIB, d'accord, eh bien, ce sont des activités de service. Donc, nous ne produisons plus que pour 20% des biens matériels, mais ce à quoi nous sommes occupés, le nous étant l'ensemble de celles et ceux qui participent à ce système productif, nous inclus, eh bien, consiste à transférer des informations, éduquer, soigner, j'ai écrit un peu ma liste, informer, transférer, guider, animer, divertir, éveiller, cultiver. C'est ça que nous faisons aujourd'hui, à 80%. 80% du PIB et de la richesse économique, et simplement 20% pour le système industriel et agricole. Alors, so what? Eh bien, la grande difficulté, je pense, c'est qu'il y a un énorme hiatus dans nos manières de nous représenter le monde et les outils avec lesquels nous accompagnons cette transformation du système productif, qui sont restés extrêmement industrialistes dans leur manière de les attraper. Et j'en veux pour preuve au moins deux indicateurs que sont d'un côté la croissance économique, qui est l'évolution du PIB en volume, d'un côté, et la productivité qui est extrêmement industrielle ou industrialiste de l'autre. En fait, en gros, les gains de productivité ou la productivité, c'est on met au numérateur d'un ratio, que vous retrouvez aussi dans les indicateurs de performance, le volume de ce que nous produisons, et au dénominateur le travail qu'il faut, ou parfois le capital, mais souvent le travail qu'il faut pour produire ce volume. Donc un gain de productivité, on voit bien ce que c'est quand on produit des épingles à nourrice, quand on produit des ordinateurs, même si c'est un peu plus compliqué, ou quand on produit des voitures. Mais un volume de production, lorsqu'il s'agit d'un volume d'éducation, de santé, d'éléments culturels, de médiation sociale, d'animation, de divertissement. Quel est le volume de ce que nous produisons? Quelle est l'unité, ne serait-ce que l'unité de ce que nous produisons? Eh bien, évidemment, c'est extrêmement compliqué. Or, on utilise toujours ces indicateurs de croissance économique et de productivité qui ont été élaborés au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour attraper la reconstruction des pays sur une base industrielle et sur une base marchande, dans un monde qui n'est plus du tout le même, qui a été totalement déformé, transformé. Alors, ce qui est produit dans les activités de service, ça a trois caractéristiques de mon point de vue. Et essayez de vous l'imaginer dans vos propres pratiques professionnelles, puisque vous êtes tous, à mon avis, à au moins 99% des producteurs de services. Ce qui est produit aujourd'hui est beaucoup plus difficile à identifier, mais surtout est beaucoup plus négocié. C'est-à-dire que ce que l'on produit, par exemple, dans la médiation sociale, par exemple, vous mettez une entreprise de médiation sociale dans le métro, qu'est-ce qu'ils produisent? Quelles sont leurs missions? Bon, négocier ce qui est produit. On doit négocier, c'est pas spontané de savoir ce que va devoir faire la médiation sociale dans le métro. Mettre en ordre, accompagner, apaiser, élever en citoyenneté.
C'est vraiment des questions absolument essentielles. Donc, négociation. Il y a parfois de la confusion et du malentendu. Alors là, spectaculairement, dans l'enseignement supérieur et la recherche, qui est le domaine que je connais bien puisque je le pratique. Est-ce qu'on est là pour produire et pour faire sortir des étudiants du système pour qu'ils occupent un job, quel que soit le job et quelle que soit sa qualité, ou est-ce qu'on est là pour émanciper les citoyens? À quoi sert l'université? Et ça, c'est des questions absolument essentielles qu'on ne se posait pas dans la production de biens et qui devient une question autour du sens, finalement, et sur lesquelles il peut y avoir non seulement des malentendus et des confusions, mais aussi beaucoup de contre-productivité. Je vais y revenir dans mon dernier point. Et le dernier point qui est vraiment essentiel, si on prend le temps de réfléchir, si on accepte de se dire que le pilotage automatique par la croissance et les gains de productivité, ça fait plus de mal que de bien à nos sociétés, c'est qu'au fond, la productivité dans les acteurs... pour gagner des gains de productivité et d'efficacité dans les systèmes de services, il y a quelque chose d'essentiel. C'est ce qu'on appelle la coproduction. Vous voyez, si je veux être efficace, moi, en tant qu'universitaire, ou même ce matin, je ne sais pas très bien ce que sera mon efficacité, mais eh bien, il faut qu'en face de moi, j'ai du public qui soit ouvert. Il faut que j'ai des étudiants qui écoutent, qui soient partie prenante d'une certaine manière. Mais c'est pareil au guichet de la poste, c'est pareil chez le médecin. Si je vais chez le médecin en disant « devinez ce que j'ai », ou si je viens en lui donnant un peu l'auto-prescription de mes propres symptômes, vous voyez bien qu'il va y avoir une efficace différente. Et cette coproduction des activités, elle est à la fois essentielle, mais elle prend un certain nombre de risques, et j'y reviendrai dans le débat si vous m'y invitez, de contre-productivité. Donc on est dans un imaginaire très industrialiste encore, où ce que l'on veut, c'est attraper des volumes de production, alors même que ce que l'on souhaiterait sans doute, c'est faire autre chose, et cela se joue au détriment parfois de la qualité. Et en effet, vouloir être toujours plus performant au sens de la productivité industrielle à laquelle on est tous biberonnés, il faut aller chercher des gains de croissance au quotidien, eh bien, elle peut avoir des effets totalement contre-productifs. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre un autre environnement, mais dans l'aide à domicile auprès des personnes âgées dépendantes, qui est un secteur de politique sociale cher au département, eh bien, pour le coup, si je demande à une aide à domicile de faire plus vite, c'est-à-dire que finalement, je réduis son temps de travail, elle peut faire plus vite, mais elle va faire à la place de la personne âgée plutôt que de l'accompagner dans ses gestes du quotidien, et on se trompe de mission d'une certaine manière, parce que la dégradation de l'autonomie de la personne âgée va être beaucoup plus rapide. Mais je peux vous le dire aussi dans le soutien scolaire, c'est la même chose à l'université, on peut toujours mettre 2000 étudiants devant soi, mais évidemment on perd. Alors on perd en quoi? On perd en gain de qualité. On perd en gain de qualité dans une société de services, mais aussi digitalisée. Ce à quoi nous devrions être occupés, ce sont plutôt des gains de qualité et des gains de durabilité, plus que des gains de productivité au sens industriel et en volume. Mais évidemment, cela nécessite de réfléchir autrement à l'évaluation, et ça sera mon deuxième point tout à l'heure. Merci beaucoup pour avoir déjà fait la transition avec la deuxième partie, mais je pense que beaucoup d'entre vous qui ont parfois peiné sur des tableaux Excel pour soit répondre à des appels à projets ou rendre compte d'une activité qui s'est passée, ont déjà souffert beaucoup de cet imaginaire productiviste qui apparemment animait ce travail-là. Et je pense qu'il est pertinent qu'aujourd'hui on ait une réflexion sur les outils dont on se sert dans le management des collectivités publiques et bien sûr en matière culturelle. Florent, donc on parle de démocratie et d'égalité. Alors on pourrait pratiquement dire que l'égalité était une promesse des démocraties et que maintenant ce sont les inégalités qui sont des défis pour les démocraties. Oui. Bon, merci beaucoup à Culture Co pour cette invitation. Je suis très heureux d'être ici et de participer à cette table ronde. Alors, oui, moi je voudrais vous parler aujourd'hui du rapport entre les inégalités socio-économiques et la démocratie. Et plus précisément, je voudrais essayer, alors en 10 minutes, de donner quelques réflexions sur ce que ces inégalités-là font à la démocratie. Alors, il me semble, et c'est un peu mon point de départ, il me semble que nous sentons tous que les inégalités donc socio-économiques font quelque chose à notre démocratie, nous le sentons,
mais il n'est pas si facile que ça de donner des arguments en ce sens. Et pour donc étayer ce jugement-là. Alors, pourquoi c'est pas si facile que ça? Ce qui rend difficile, me semble-t-il, d'argumenter en ce sens, c'est parce que, on pourrait se dire aussi que seule l'égalité politique importe à une démocratie, si la démocratie, c'est une procédure de désignation des gouvernants par la voie électorale. Si la démocratie, c'est cela, en effet, on pourrait se dire, ce qui importe au fonctionnement de cette démocratie, c'est l'égalité politique, c'est-à-dire l'idée qu'un bulletin égale un bulletin, que nous ayons tous, d'une certaine manière, une voix, voilà, et que, dans ce cas-là, c'est plié, la question, elle est arithmétique. Bon. Alors, dans ces conditions, on pourrait dire que la question des inégalités socio-économiques est accessoire. Elle est totalement accessoire à l'essence même de notre régime démocratique. Et elle l'est d'autant plus que nous trouvons dans l'espace public de nombreux arguments pour défendre l'existence des inégalités socio-économiques et pour montrer plus encore qu'elles sont pleinement compatibles avec la démocratie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais citer 3 de ces arguments qui me paraissent assez massifs, je vais les exposer, et puis ensuite je verrai comment on peut répondre à ces arguments et avancer vers une définition, on va dire, plus riche, me semble-t-il, de la démocratie que la simple désignation procédurale des gouvernants. Alors, le premier argument est un argument économique. On a longtemps mis en avant l'idée qu'il fallait, pour le bien-être général, ne pas taxer les revenus afin de ne pas gêner l'activité. Alors, l'image est assez célèbre. Redécouper le gâteau risque de le rétrécir. Les partisans de ce que l'on nomme économie du bien-être avancent 2 raisons en ce sens, qui expliquent selon eux que le gâteau se rétrécisse quand on le redécoupe. Premièrement, ils disent que la redistribution est onéreuse. Pourquoi ? Parce que l'État ne peut pas transférer de l'argent sans coût, puisque des agents économiques, c'est-à-dire des fonctionnaires, sont nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures fiscales. Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, la taxation jouerait, selon eux, sur les motivations. Un individu dont l'État prélève une partie des ressources afin de les transférer n'est pas incité à travailler, à entreprendre ou à investir. C'est là, vous aurez vu, vous l'aurez compris, c'est là un argument que nous pouvons sans peine identifier comme un argument libéral, cet argument économique. Deuxième argument, le deuxième argument invoqué pour justifier l'existence des inégalités socio-économiques, ce deuxième argument n'est pas économique, il est politique. Il consiste à dire que les inégalités socio-économiques sont la conséquence de la liberté qui est laissée à l'initiative. Et que toute tentative pour les restreindre est une entorse à ce que nous attendons de la démocratie. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous attendons ? Nous attendons d'elle qu'elle nous laisse un espace d'action non entravé. Nous avons là le cœur d'un courant qui est né dans les années 70 et qui reprend de la vigueur aujourd'hui, notamment aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle le courant libertarien. Nous avons là donc un argument libertarien. Ce courant considère en gros que la liberté est dans la propriété et que celle-ci ne peut pas être transférée sans ma volonté. Donc ça, c'est le deuxième argument. Troisième argument. Ce troisième argument, je vais le qualifier, disons, d'anthropologique ou de psychologique, mais psychologie à entendre comme l'étude de nos attitudes générales. Il consiste à dire que nous ne souhaitons pas une égalisation de nos conditions, ou plutôt, c'est plus subtil, consiste à dire que lorsque nous manifestons un désir d'égalité, nous ne le faisons pas par désir de justice, mais nous le faisons par faiblesse. Nous ne supportons pas la supériorité de ceux que nous ne parvenons pas à rattraper dans la course sociale. Là, c'est un argument que l'on qualifiera de réactionnaire, et c'est un argument qui a une histoire, qui a pris naissance après la Révolution française pour condamner l'esprit égalitaire de la Révolution française. Libéral, libertarien, réactionnaire. On a donc 3 arguments. Un argument économique, un argument politique, un argument anthropologique, pour dire que non seulement les inégalités socio-économiques ne sont pas un obstacle dans une démocratie, mais même
quels sont au contraire des effets de la liberté laissée aux individus dans un régime qui donne à cette liberté donc des garanties politiques et juridiques. Qu'est-ce qu'on objecte à ces arguments? Alors, je crois d'abord qu'ils sont fortement contestables en eux-mêmes, ces trois arguments, et je crois aussi surtout qu'ils ne correspondent pas à la réalité de ce que sont nos démocraties, car ils édulcorent cette réalité. Alors, je les reprends dans l'ordre, je reprends les arguments dans l'ordre. Le premier est contestable, et d'ailleurs l'a été évidemment amplement. Les inégalités socio-économiques, en réalité, nuisent à l'efficacité économique. Alors les raisons sont nombreuses, on ne peut pas évidemment toutes les citer, il y a des travaux extraordinairement abondants et riches sur cette question. Mais j'en donne deux pour étayer mon argument. J'en donne deux. D'abord, l'accès au crédit, l'accès à l'éducation, l'accès à tout ce qui est nécessaire pour s'impliquer dans la vie économique dépend souvent, on le sait, du niveau de ressources dont on dispose. Ben oui, il faut des garanties financières pour emprunter de l'argent. Il faut être né dans un milieu favorisé pour avoir le goût et les moyens d'étudier. Une société inégalitaire se prive donc des talents qui pourraient contribuer à son développement. Voilà pourquoi les inégalités nuisent à l'efficacité. Deuxième argument, qu'on peut comprendre aussi très intuitivement, les inégalités favorisent l'instabilité sociale et politique. Et l'instabilité sociale et politique a des conséquences économiques. En Amérique latine, qui est un cas d'école de ce point de vue-là, la délinquance est forte parce que les jeunes issus des classes populaires ne voient aucune perspective d'ascension sociale. En réaction, la population aisée consacre une part importante de son budget à la sécurité, c'est-à-dire à des dépenses qui ne produisent pas de biens, d'infrastructures ni d'éducation. Deuxième argument, l'argument politique. Alors que la démocratie soit essentiellement un espace de liberté, nous pouvons en être d'accord, à condition que cette liberté ne soit pas seulement formelle. Il est juste de dire que la décision sur les affaires collectives est également partagée par ce que je disais tout à l'heure, l'égalité arithmétique du vote. Une voix égale une voix. Oui, mais il faut aussi préciser que cette part de décision qui me revient quand je vote, elle est, il ne faut pas se le cacher, infinitésimale. 1 sur des millions. Et qu'il ne faut pas se cacher non plus que si tous nous avons la même égalité d'impact, puisque c'est une voix égale une voix, nous avons donc tous la même égalité d'impact, certains ont très certainement, si j'ose dire, une plus grande influence que d'autres. Par exemple, ceux, je ne sais pas moi, au hasard, qui détiennent des grands groupes de presse. Troisième argument, l'argument réactionnaire. Alors, c'est un argument intéressant. Est-ce que vraiment nous sommes tous soit indifférents vis-à-vis des inégalités, soit, lorsqu'on s'en occupe, envieux en réalité? L'argument réactionnaire me paraît très orienté et il rate du coup la réalité des revendications sociales. Indifférent? Bon, certainement pas. Car nous voyons bien, lorsque les débats se posent, on y a fait allusion tout à l'heure, nous voyons bien un sentiment assez général, et nous nous sentons concernés par les inégalités socio-économiques. Alors, est-ce que nous sommes concernés parce qu'en réalité, cela manifeste des désirs réactifs et négatifs? Alors, je vais dire les choses de manière suivante. Oui, il s'agit bien d'un désir réactif d'égalité. Mais réaction à quoi? Il me semble que si nous réagissons violemment lorsque les inégalités socio-économiques nous paraissent démesurées, c'est parce que nous avons une discordance au sein de nos sociétés entre un discours égalitaire général, une promesse d'égalité, on en parlait tout à l'heure, et des réalités, une réalité socio-économique qui trahit cette promesse. Cette discordance se traduit par des réactions qui ne prennent pas nécessairement la forme d'un désir de justice, certes, qui peuvent prendre la forme d'envie, de ressentiment, de passion, ce qu'on appelle des passions négatives ou réactives, mais qui marquent bien la souffrance à vivre dans une société qui, en réalité, donc, ne tient pas ses promesses. Nous voilà conduits, me semble-t-il, à ce qui est au cœur de notre rapport à l'égalité et à ma conclusion.
Ce rapport à l'égalité, me semble-t-il, ne peut pas se satisfaire d'une égalité arithmétique au moment du vote. Parce que cette égalité arithmétique, je l'ai dit, elle est insuffisante en soi. Et parce que, si j'ose dire, le rite électoral n'a plus le même poids dans nos vies, ni la même solennité. Lorsque ce désir d'égalité s'exprime, même de manière réactive, il signifie que nous concevons la démocratie non pas simplement comme une manière commode de choisir nos gouvernements, mais bien plus profondément comme une forme de société. La démocratie n'est pas simplement une procédure de désignation, c'est une forme de relation sociale, c'est une forme d'organisation de notre vie commune, une forme de prise en compte de nos intérêts généraux. Une démocratie, c'est donc une société qui s'organise de telle sorte que les affaires générales soient traitées par le plus grand nombre sans exclusion injustifiée, dans une relative égalité face à cette décision. Mais alors, elle ne peut fonctionner de cette manière qu'à deux conditions, me semble-t-il. Deux conditions. Première condition, il faut qu'elle procure une égalité d'attention à tous ses membres. Une inégalité d'attention, c'est une exclusion. Et deuxième condition, il faut qu'elle dessine quelque chose comme, moi je tiens beaucoup à cette expression, une communauté de destin. Mais pour que nous ayons le sentiment que nous sommes en société dans une communauté de destin, eh bien, il faut que les inégalités socio-économiques ne soient pas telles qu'elles finissent par effacer cette idée de destin commun, comme si les riches, d'une certaine manière, n'avaient pas le même destin que la plupart des gens qu'ils côtoient au sein d'une société. Bref, et c'est mon dernier mot pour cette première session, les inégalités sont une question certes de justice sociale, mais elles sont aussi une question politique majeure. Bien, merci effectivement pour ce rappel en profondeur de cette exigence d'égalité qui s'associait aux démocraties. On pourrait se dire au fond qu'à la Libération, les promesses démocratiques ont été abondamment faites et qu'elles ont aussi eu un impact d'ailleurs sur les questions de politique culturelle et qu'il y a aujourd'hui effectivement des déceptions, voire des vents contraires au fond qui légitimeraient pratiquement les inégalités aujourd'hui et que donc c'est un vrai sujet pour nous avec à la fois peut-être la prise en compte de ces promesses déçues, mais pas pour les abandonner, pour les revivifier. Et du coup, ça me fait une transition un peu idéale avec ce que disait tout à l'heure Blanche Leridon, qui parlait, en regardant les chiffres, certes un peu sombres des données de fracture française, mais pour y voir aussi ce qu'ils contenaient comme exigence. Donc comme si au fond, les promesses étaient toujours entendues, mais ça devenait une exigence et qui pouvait se traduire par une forme de ressentiment aussi à l'encontre des dirigeants politiques. Alors cette seconde partie qu'on va inaugurer à nouveau avec vous, elle est plus destinée à aussi trouver des leviers, des ressources, et puis voir comment on pourrait partir de ces diagnostics pour transformer la façon dont les politiques publiques sont fabriquées aujourd'hui. Donc vous avez évoqué, quand on n'avait pas préparé cette séance plénière, plusieurs leviers, notamment du côté de l'éducation, du côté de la décentralisation, du côté de l'IA. Donc je vous laisse maintenant prendre la parole à ce sujet et les développer. Merci beaucoup. Effectivement, quand on essaie maintenant de s'intéresser un petit peu à que faire, ce que je le disais en introduction, déplorer des chiffres qu'on regarde avec impuissance chaque année ne nous permettra évidemment pas d'avancer. Et tout l'intérêt de ces chiffres, c'est que ce soit des indicateurs et des guides pour l'action. Alors moi, il y a 4 domaines sur lesquels je pense qu'on peut agir et que je voudrais développer ce matin. Le premier, vous l'avez dit, c'est l'éducation. Le second, et en lien avec le civisme et son application, c'est comment est-ce qu'on lève les contraintes à l'implication démocratique. Et là, je parle vraiment de contraintes matérielles. Le troisième, c'est comment est-ce qu'on rend l'espace démocratique plus respirable et comment est-ce qu'on le refroidit. Et enfin, le dernier, c'est comment est-ce qu'on fait vivre le civisme et la démocratie en dehors des seules périodes du vote, parce que réduire la démocratie au seul vote et aux échéances électorales est évidemment infiniment trop réducteur. Premier élément, et c'est l'élément central, c'est l'éducation. Et là, je voudrais faire le lien avec ce qu'a dit Florent Guénard.
la promesse d'égalité qui a été trahie peut-être de la manière la plus désespérante aujourd'hui, c'est vraiment la promesse de l'école. La France est le pays de l'OCDE, non pas seulement qui est le pays qui reproduit le plus les inégalités sociales à l'école, mais qui en plus de ça les accentue. Quand vous regardez les chiffres, c'est absolument effarant, c'est-à-dire que non seulement on les entretient, mais en plus on les accentue. Et là, effectivement, on rompt cette promesse qui est formulée, cette promesse de l'école républicaine, de l'ascenseur social. Et je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres parce que j'en ai suffisamment donné, mais quand vous regardez un enfant d'ouvrier et un enfant de classe supérieure, vous voyez qu'il n'y a évidemment pas les mêmes promesses de destin et que ça, c'est quelque chose dont il faut évidemment qu'on s'empare. Et donc quand on dit parler de démocratie et d'éducation, on pense évidemment à l'EMC, comment est-ce qu'on peut rendre l'EMC, ça nous on travaille beaucoup dessus en ce moment à Montaigne, une discipline qui soit peut-être plus vivante, plus incarnée, moins théorique, qui soit moins reléguée aussi dans les programmes, parce qu'en dépit des renouvellements, des maquettes pédagogiques, on voit que c'est un petit peu le parent pauvre de l'éducation aujourd'hui. Mais avant même de s'intéresser à cette question-là de l'EMC, c'est l'école dans son ensemble, c'est-à-dire que comment est-ce que vous faites comprendre à un enfant qu'en étant à l'école, eh ben, il y a une petite partie de cette promesse républicaine et démocratique qui est tenue et que vous pouvez évoluer, que vous pouvez grandir, que vous pouvez échapper peut-être à des déterminismes socio-économiques. Et donc, avant même de penser à comment est-ce qu'on apprend la démocratie à l'école, c'est comment est-ce que l'école fait preuve et incarne la promesse démocratique en permettant de donner ses chances à chacun. Et donc, je pense que ce levier-là, il est absolument fondamental. Et j'espère que l'éducation, peut-être plus que la sécurité ou l'immigration, sera un des grands sujets de la campagne présidentielle de 2027. Et un grand sujet, pas pour une énième réforme avec le nom d'un énième ministre, parce que je pense que l'éducation nationale a peut-être précisément souffert de trop de réformes qu'on n'arrivait pas suffisamment à digérer, dont on n'évaluait pas suffisamment les impacts, et qu'il faut se poser des questions peut-être plus fondamentales sur ce qu'on attend de l'école et comment est-ce qu'elle permet de restaurer cette promesse d'égalité-là. Et quand je parle d'éducation, il y a l'école évidemment, mais pas seulement. Je pense que l'éducation à la démocratie, elle doit aussi se faire tout au long de la vie. Alors là, je pense que depuis la dissolution de juin, on est tous devenus un petit peu constitutionnalistes et on s'est familiarisé avec les subtilités de nos textes constitutionnels et de la pratique parlementaire. Mais au-delà de ça, je pense qu'une démocratie vivante, c'est aussi une démocratie où chacun peut continuer à faire l'apprentissage de son fonctionnement, de ses évolutions tout au long de la vie et pas uniquement cantonné à l'école ou à l'université. Donc ça, c'était mon premier point. Le second, c'est comment est-ce qu'on lève les contraintes matérielles, notamment face au vote. Et il y en a encore beaucoup, c'est-à-dire que si vous additionnez à la fois les mal inscrits, les non inscrits, vous arrivez à des cohortes absolument significatives dans le pays, et ça touche particulièrement les jeunes. On sait que le phénomène de la non-inscription, c'est un phénomène de la mal-inscription massif, lié à un phénomène particulièrement simple, c'est que souvent vous faites des études dans la ville qui n'est pas celle où vous avez eu vos 18 ans et où vous avez grandi, et donc ça, il y a un certain nombre de leviers sur des changements automatiques de bureaux de vote qui pourraient être examinés, sur la simplification des procédures pour les procuration aussi. Il y a une inscription automatique à 18 ans, mais comment est-ce qu'on fait en sorte aussi pour les nouveaux inscrits qui obtiennent la nationalité française, par exemple, à rentrer dans un parcours civique et de citoyenneté de façon plus automatique, moins contraignante, parce que ces contraintes-là, elles continuent à peser sur la participation électorale. Est-ce qu'on doit imaginer d'étendre les périodes de scrutin? Alors évidemment pas à une semaine, parce qu'on sait à quel point ça crée des inégalités dans l'information aussi concernant le scrutin, mais peut-être, comme font certains pays, à 1 jour et demi ou 2 jours pour permettre à ceux qui travaillent, par exemple le dimanche, de s'organiser pour aller voter. Est-ce qu'il faut continuer à aller dans le sens d'un regroupement d'un certain nombre de scrutins? On l'a fait pour les régionales et les départementales. Est-ce qu'il faut, par exemple, organiser des référendums les jours de vote pour ouvrir une autre forme de participation civique lors des jours de scrutin? Voilà, toutes ces réflexions-là sont celles
sur lesquels on travaille en ce moment. Troisième point, rendre l'espace démocratique plus respirable. Là, je crois que c'est un des sujets évidemment les plus importants aujourd'hui. Il y a une surcharge informationnelle, une course à l'audience sur les chaînes d'information en continu, une abondance qui devient absolument irrespirable d'informations et en particulier de fausses informations sur les réseaux sociaux. Donc comment est-ce qu'on essaie de répondre à tout ça? Ça passe évidemment aussi par l'éducation. Je pense que l'EMC doit aussi créer des citoyens qui savent naviguer dans la complexité numérique. Est-ce qu'il faut imaginer, comme on passait la SSR, moi quand j'étais au collège, un espèce de petit brevet de l'éducation numérique, ne serait-ce que pour sensibiliser aux questions. C'est quoi une fausse, une vraie information? Comment est-ce qu'on peut la détecter? C'est quoi un média d'opinion? C'est quoi et donc je pense qu'il y a énormément de choses qu'il faudrait peut-être réussir à enseigner de façon plus précoce à un certain nombre de jeunes, et puis aussi continuer sur la réglementation des réseaux sociaux, mais plus que l'interdiction, la réglementation dont on sait qu'aujourd'hui elle va être très, très compliquée, c'est vraiment cette question de l'éducation et de faire comprendre la complexité de ces environnements médiatiques-là, avancer peut-être sur la levée de l'anonymat sur les réseaux sociaux, même si on sait qu'il y a un certain nombre de contraintes matérielles fortes, mais en tout cas rendre davantage responsables les plateformes et ceux qui aujourd'hui s'y expriment souvent avec une forme d'impunité totalement délétère pour le débat public. Et puis enfin, quatrième levier, c'est comment est-ce qu'on fait vivre la démocratie au-delà des seules périodes électorales, parce qu'il y a, et je le disais dans ma première partie, il y a pour moi un continent civique sous-exploité dans le pays, des gens qui ont davantage envie de s'investir, qui ne sont pas totalement déconnectés des enjeux démocratiques et civiques. Comment est-ce qu'on va les récupérer et comment est-ce qu'on fait davantage de démocratie délibérative? Comment est-ce qu'on inscrit cette démocratie délibérative dans un processus qui va de la genèse d'une idée jusqu'à sa traduction législative, mais en passant par la délibération. Les conventions citoyennes représentent, je crois, un outil perfectible, mais un bon outil. Comment est-ce qu'on les renouvelle et comment surtout on les intègre dans ce processus-là? C'est-à-dire comment est-ce qu'on ne réitère pas l'erreur qui avait été l'erreur initiale de la toute première, à dire il y aura une retranscription législative exacte au mot près, ce qui était évidemment rompre la promesse qui est formulée à l'égard des représentants parlementaires et du pouvoir législatif. Donc comment est-ce qu'on inscrit ces conventions dans ce processus qui doit, selon moi, impliquer une étape délibérative, et surtout comment est-ce qu'on multiplie la chambre d'écho des conventions citoyennes pour qu'elles ne concernent pas uniquement les conventionnels qui ont été tirés au sort, mais la société tout entière qui peut participer à des grands moments de débat. Alors il ne faut pas saturer la conversation démocratique de conventions citoyennes, je ne pense pas qu'il faille en organiser, et je pense surtout que quand on décide d'en organiser une, il faut qu'on soit très très clair sur ce qu'on en attend et sur les issues possibles. Il ne faut surtout pas que ce soit réduit à un gadget démocratique pour occuper les citoyens, mais encore une fois que ce soit intégré à un processus démocratique pour refroidir, pour préparer, pour faire de la pédagogie sur un certain nombre de sujets. Et c'est là aussi où j'en arrive à l'IA. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas que les civic tech deviennent la panacée, ça ne deviendra jamais de la démocratie, notamment délibérative, mais je pense qu'on pourrait injecter dans, évidemment, des systèmes très sécurisés, contrôlés, natifs, mais profiter de ce que permet l'IA pour démultiplier l'échelle de ces conventions citoyenne en y intégrant aussi des espaces de conversation numérique où, avec l'intelligence artificielle, on pourra essayer de capter les grands sujets majeurs qui reviennent dans les contributions des uns et des autres. Il y a un certain nombre d'outils de civic tech qui sont assez puissants, qui ont été développés dans certains pays. Je pense notamment à ce qu'a fait Taïwan. Alors, je sais à quel point c'est des pays qui sont donc difficilement comparables avec le nôtre, mais VTaiwan, c'est une plateforme qui a été créée il y a plus de 10 ans maintenant et qui a permis de gérer un certain nombre de problèmes démocratiques, institutionnels, civiques. C'est par exemple grâce à VTaiwan
Taïwan que l'utilisation d'Uber a été réglementée à Taïwan et grâce à une grande conversation numérique qui liait aussi les partenaires publics et privés impliqués dans cette question-là. Ça se fait aussi beaucoup à l'échelle locale. Madrid a été une ville précurseur en la matière avec un forum qui s'appelle Decide Madrid et qui permet aux citoyens de la municipalité de participer via une plateforme à l'amélioration des politiques publiques municipales. Et ça a tellement bien marché, Decide Madrid, quand ça a été lancé en 2015, que maintenant c'est devenu une plateforme qui peut être répliquée dans plein d'autres villes européennes et pas seulement, parce qu'il y a des pays du monde entier qui s'en sont emparés. Il n'y a aucune ville française qui s'est emparée de ce modèle-là. Je pense que certaines devraient s'y intéresser. Et encore une fois, je ne suis pas du tout dans le technosolutionnisme à dire maintenant il faut que l'IA pour remplacer la démocratie, mais injecter une dose parce que les usages sont là. Donc injecter une dose de démocratie via la démocratie délibérative en ligne me semblerait être une bonne façon aussi de réintégrer un certain nombre notamment de jeunes qui se sont un peu éloignés de la conversation démocratique et de la préoccupation civique. Donc voilà, éducation, la levée des contraintes matérielles, rendre notre espace public démocratique plus respirable et enfin faire vivre cette démocratie au-delà des seules périodes de vote. Bien, merci beaucoup. Et ce qui est passionnant dans ce que vous avez évoqué ici, c'est que, alors j'anticipe un petit peu sur la seconde partie de la matinée, c'est que on peut penser que les questions relatives à l'éducation, les questions relatives à la citoyenneté, les questions relatives à la citoyenneté active en particulier, et à l'IA sont des questions culturelles par excellence. Que la démocratie culturelle se définit notamment en Belgique où on l'a un peu inventé par la promotion justement de la citoyenneté active. Et donc ça invite aussi, on en parlera tout à l'heure, à aborder les questions culturelles peut-être différemment, de façon beaucoup plus transversale qu'on l'a fait auparavant. Florence, alors tout à l'heure, vous avez bien sûr montré que derrière les indicateurs comme le PIB, il y avait des enjeux politiques et vous avez terminé par la question de l'évaluation en faisant un peu de teasing sur votre deuxième prise de parole. L'évaluation qui est aussi un objet que l'on peut aborder de façon très, très technique, voire techno, mais qui est en fait un enjeu éminemment politique. Et je pense que c'est un peu la piste que vous allez développer ici. Oui, merci. Je continue à creuser mon sillon, mais à la fin de mon deuxième temps d'intervention, je me mettrai en dialogue avec un point qu'a abordé Blanche Leridon juste avant. Oui, au fond, ces grandes mutations du système productif ont été très concomitantes de transformation dans l'évaluation dans le travail, dans le monde privé, mais aussi évaluation des services publics, évaluation des politiques publiques, très concomitant. Et je pense qu'il y a des raisons à cela. Mais avant d'avancer un peu plus autour de cette question des mutations dans les évaluations, et notamment les évaluations de services publics et des politiques publiques, je voudrais faire un point important, c'est que je ne voudrais pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme j'ai souvent l'occasion de le dire, en disant que pour moi, l'évaluation, elle a toujours existé. En fait, l'évaluation a toujours existé si en particulier on prend l'évaluation dans un sens très large, c'est-à-dire jauger, mettre de la valeur sur quelque chose et jauger si ce à quoi on est occupé est à peu près en phase avec ce qui est attendu de nous. Voilà, vous voyez, on se comporte d'une certaine manière ici, on sent bien qu'il y a des formes d'évaluation et donc on s'auto-positionne de telle sorte qu'il soit possible d'être dans cette sphère ce matin et possible finalement d'agir ensemble et possible de vivre ensemble. Donc pour moi, l'évaluation a toujours existé. En revanche, ce sont des formes très transformées de l'évaluation qui ont progressé dans le monde de ce grand système productif, encore une fois, auquel nous appartenons dans le système public, mais aussi dans le privé. Parce que les évaluations, elles sont devenues beaucoup plus hétéronomes, c'est-à-dire qu'elles s'imposent aux acteurs par des producteurs de données, d'indicateurs et de schémas, même de pensée de ces évaluations qui sont extérieures aux acteurs. Elles sont imposées, c'est ça l'hétéronomie. Elles sont de plus en plus standardisées, de plus en plus normées, voire de plus en plus mondialisées. Il y a des golden standards, comme on les appelle parfois dans le monde économique, qui viennent s'imposer aux acteurs et qui viennent dire ce qu'est une bonne évaluation dans son processus, mais aussi dans ses résultats, et donc ce qu'est une bonne valeur.
Alors, je disais que l'évaluation, elle progresse concomitamment donc à ces mutations du système productif, et elle progresse en légitimité. Il devient de plus en plus légitime d'évaluer. La grosse rhétorique, c'est bah oui, les finances publiques, il faut regarder où on oriente l'argent. À vrai dire, on a toujours orienté de l'argent public, et on l'a fait parfois sans complètement une gabegie de dingue. Simplement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est pas qu'on veut allouer les fonds, c'est qu'on veut allouer moins de fonds. Et au fond, l'évaluation dans les politiques publiques et dans l'évaluation de la performance des services publics, elle est totalement à mettre en lien avec ce qu'on appelle élégamment la maîtrise des dépenses publiques ou la réduction des dépenses publiques, qui se traduisent dans un certain nombre de pays. Déjà, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, sur les bibliothèques publiques sur lesquelles j'ai déjà travaillé, ou au Japon, sur des départements de sociologie, etc., qui se traduisent par du tri dans le type de politique publique qu'il devient légitime de conserver, ou au contraire de se débarrasser. Donc il faut qu'on ait en tête que l'évaluation n'est pas neutre, au moins dans son intention, et qu'elle est toujours là aussi pour faire un tri d'une certaine manière, et pas simplement en vue d'une forme d'efficacité. Alors ça, c'est pour le public, mais dans le privé, on n'a jamais tant voulu évaluer que depuis qu'il faut contraindre les coûts, qu'il faut attraper des gains de croissance économique et de productivité dans un monde dans lequel on n'a plus de croissance et plus de productivité. Et évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes. Et puis une deuxième raison, mais c'est parce que là, je parle un peu des espaces que je connais le mieux. L'une des raisons aussi pour lesquelles l'évaluation progresse, c'est que nous avons aussi des entrepreneurs d'évaluation, en particulier des économistes qui en font véritablement leur métier, en quelque sorte, et qui ont besoin, d'une certaine manière, d'une manière de trouver des débouchés dans ce type d'évaluation. Et les économistes, en particulier les économistes, disons, dominants ou mainstream, comme on les appelle parfois, eh bien, ils déploient, ils essayent en tout cas de faire valoir des méthodes qui ne laissent pas du tout indemnes les acteurs, qui viennent disqualifier certaines manières de faire, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, ce qu'on voit se développer, c'est une sorte de syllogisme, ou bien en tout cas de rhétorique autour de l'idée qu'un État, pour être efficace, doit se laisser évaluer. C'est ça l'idée qu'on met. Pour être efficace, il doit se laisser évaluer, donc par des acteurs hétéronomes. Mais comme l'évaluation est toujours très complexe et qu'il faut trouver des valeurs tangibles à l'évaluation, eh bien l'État doit accepter de décomposer ces politiques publiques en petits programmes, de telle sorte qu'on puisse identifier des indicateurs qui permettront de jauger ces petits programmes. Et donc finalement, on transforme la nature de l'État. J'ai souvenir d'un ouvrage très paradigmatique de ce champ qui s'appelle État moderne, État efficace de Wasmer et Ferrassi, dans lequel ils disent qu'il faut que l'État accepte de décomposer ses politiques publiques en micro-programmes, de telle sorte qu'on puisse assurément voir dans quelle mesure ces petits programmes ont un impact éventuellement positif en termes d'efficacité. Et évidemment, ça transforme la nature de l'État. Il disait même dans cet ouvrage, franchement, la réduction du temps de travail, il prenait cet exemple-là, il y avait beaucoup trop de finalités à cette politique-là, et c'est le type de politique qu'il faut absolument plus mener. Il faut mener des politiques très ciblées, et donc on cible aussi autour de publics particuliers. Et donc, au fond, on fait fi de politiques universalistes. Et ce qui est bien, d'ailleurs, je pense que le tournant de l'expérimentation, de l'expérimentalisme, comme on l'appelle, est très en phase avec ces volontés de cibler. Alors, quels sont, au-delà de la transformation de l'État, quels sont les effets du type de politique qui sont menées ou d'évaluation qui sont menées à partir d'outils en particulier de performance globale qui sont maintenant, qui circulent d'espace en espace. On utilise à peu près les mêmes dans les services publics, dans l'évaluation des politiques publiques, que dans des grandes entreprises type Xerox, comme on l'a montré dans le passé, ou d'autres autour du benchmarking. Eh bien, il y a
une obsession pour les volumes. Et là, on rejoint la démonstration que je tentais de faire tout à l'heure, une obsession sur il nous faut attraper des choses autour du nombre de publics, ça va vous parler, de nombre de publics qu'on atteint. Voilà un indicateur de performance, sans jamais parler de la qualité de ce qui est fait. Donc le nombre de visiteurs, le nombre de passages, au détriment possiblement, en tout cas, de la qualité. Ou bien, il y a d'autres effets qui sont encore plus gravissimes de mon point de vue. Comme on est souvent en pilotage un peu automatique, avec des indicateurs qui sont hétéronomes à ces organisations, eh bien, en fait, on enjoint les acteurs à passer sous la toise de ces indicateurs avec des effets contre-productifs majeurs. Je vais prendre un exemple pour pas rester de manière évasive. Dans l'insertion par l'activité économique, que vous connaissez sans doute dans les départements, parce que c'est une politique aussi sociale très défendue ou très développée déployée par les départements. Dans l'insertion par l'activité économique, en gros, vous avez des gens très éloignés de l'emploi, et puis vous les mettez dans ces dispositifs maximum pendant 2 ans, et au-delà des 2 ans, eh bien, pour obtenir des financements récurrents, il faut impérativement que 80% de ces personnes retrouvent un emploi. Bon, une bonne manière de faire, c'est de trier les publics à l'entrée. Vous prenez des personnes qui sont les moins éloignées de l'emploi et vous êtes assuré au terme des 2 ans que leur retour à l'emploi, leur employabilité sera plus efficace. Est-ce que ce sera lié à l'insertion par l'activité économique ? On pourrait dire la même chose des lycées. Dans les lycées, si vous voulez avoir un taux de réussite à 100%, vous passez de 10 secondes à 2 terminales et le tour est joué. Vous êtes assuré, je dis un petit peu, je tords le bâton. Mais vous voyez bien que l'idée, c'est de passer sous la toise. Mais franchement, je ne vais pas m'attarder sur les lycées, mais évidemment sur l'insertion par l'activité économique. On se trompe de mission. On a transformé la mission de l'activité qui était d'accompagner les personnes qui étaient les plus éloignées de l'emploi pour retrouver un emploi. Et ça, c'est ce que j'appelle passer sous la toise. Ça a été déjà démontré aussi par Bénédicte Vidaillet dans Évaluez-moi, par exemple, une psychologue. Et puis, peut-être dernier point, vous voyez que tout ça est extrêmement important parce que il y a des discordances dans le sens au travail, parce que finalement, vous avez des outils de pilotage pour présupposément augmenter la productivité au sens industriel du terme, en volume, etc. Mais ça se fait au détriment, parce que les acteurs qui sont sur le terrain voient bien cette discordance. C'est les acteurs par le bas qui sont les premiers concernés par le hiatus entre ce qui leur est demandé et ce pourquoi, normalement, ils sont occupés. Et puis, dernier point, et je vais rejoindre en cela, puisque j'imagine que mon temps est à peu près écoulé. Et le dernier point pour moi, c'est que d'une manière générale, ce type d'évaluation par petits programmes ou évaluation même de la performance individuelle, etc., qui est assez fréquente en lien avec ces grands dispositifs de performance totale, eh bien, prennent le risque de dissoudre l'intérêt général dans les intérêts particuliers. Et je vais pour ça prendre l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, Blanche, sur les inégalités de l'école. Vous avez pris comme un fait que les inégalités de l'école s'étaient accrues, mais sans rien nous dire vraiment, mais ce n'était peut-être pas là l'objet, mais des raisons sous-jacentes. Bien, le grand paradoxe quand même, c'est qu'on n'a jamais tant évalué les profs et que tout cela n'a pas d'incidence sur cet horizon, cette promesse d'égalité. Bon, déjà, il faudrait se demander si à la tête de ceux qui gouvernent, ne serait-ce que l'école, cet horizon de l'égalité reste un présupposé, ce qui est une vraie question. C'est-à-dire, est-ce qu'à l'intérieur de l'intérêt général, cette promesse d'égalité reste un des éléments de cet intérêt général ? Franchement, c'est des questions que nous devons nous poser. C'est qu'est devenu l'intérêt général et qui en est son porteur, en quelque sorte. Et dans les inégalités de l'école, au-delà de l'injonction à faire mieux, plus, surtout plus, des profs, mais sont jamais posées des questions autour du lien entre les inégalités à l'école et la gentrification de l'espace social. Évidemment, la carte scolaire, elle va jouer un jeu immense dans les inégalités à l'école. Deuxième élément, la privatisation, elle joue un jeu énorme dans les inégalités à l'école, entre ceux qui peuvent payer pour et ceux qui ne payent pas, et qui, troisième élément, dégradation du service public.
qui est un élément énorme. Et la dégradation du service public, elle est liée à quoi? Elle est liée à l'injonction à la réduction ou à la maîtrise des dépenses publiques et à ces évaluations qu'on met en avant pour les profs. Et au fond, on va venir dire aux profs que c'est de leur responsabilité individuelle qu'il y a des inégalités qui s'accroissent dans les écoles. Donc, l'évaluation, finalement, devient un peu le liant et la rhétorique autour de toutes ces contradictions du système dont on peut trouver tous les éléments, en particulier dans la privatisation, même si ce n'est pas le seul. Et je termine là-dessus, la dégradation du service public, franchement, le plus spectaculaire dans les comparaisons internationales, c'est le coût d'un élève, en particulier dans le collège, et dans l'enseignement supérieur à la recherche, n'en parlons pas, par rapport à ce qui se passe dans la plupart des pays, en tout cas de la zone euro. Et donc là, on voit bien qu'il y a quand même des choix de société qui sont faits là-dessus. Dernier point, parce que je ne suis pas sûre que j'aurai à nouveau la parole. Mais vraiment, non, juste un tout dernier point, juste en guise de conclusion, pour que vous fassiez le lien aussi peut-être avec la démocratie, parce que moi, je suis extrêmement sensible à la question démocratique sous l'angle de la repluralisation des pensées. Et en particulier, ce que je vous dis, franchement, chez les économistes, on ne l'entend pas. Notre parole, ma parole d'hétérodoxe, d'hérétique, elle est totalement disqualifiée. Je pourrais vous le montrer par les institutions, mais c'est pas là. Ne pleurons pas sur mon sort. Mais simplement, si on se limite sur les évaluations, parce que les évaluations sont une manière de qualifier ou de disqualifier l'action publique, ce que nous faisons dans la culture, dans l'éducation, dans la santé, dans la médiation sociale, dans l'insertion par l'activité économique, elles sont aussi, dans leur processus, un acte démocratique, parce qu'on vient dire cela est légitime et cela n'est pas légitime. Bien, merci beaucoup. Alors, je suis désolé de ne pas effectivement vous laisser le temps d'une autre prise de parole, mais on voit qu'en tirant le fil de l'évaluation, tout en montrant aussi sa nécessité ou sa présence de long terme dans notre vie publique ou vie personnelle, on voit bien que la question de l'évaluation débouche sur des interrogations récurrentes sur le sens de l'activité, sur la mise en cause de l'intérêt général, sur la fin des services publics, etc. Et même sur le gouvernement, dont on a l'impression qu'il fonctionne de façon quasiment en pilotage automatique, enfin avec des outils, des indicateurs qui ne sont pas interrogés ou qu'on ne veut pas interroger aussi. Alors c'est justement la question que je voulais poser à Florent pour terminer cette première partie sur la façon dont, au contraire, on pourrait nourrir le débat démocratique et la vie politique des idées qui se produisent, des analyses que l'on produit à l'université, dans les think tanks, que ce soit donc la vie des idées ou l'Institut Montaigne. Cet ensemble de production intellectuelle n'a qu'un très faible écho, voire pas d'écho, semble-t-il, dans le monde politique aujourd'hui. Donc, que pouvez-vous dire aujourd'hui de la vie des démocraties, et notamment du point de vue de la circulation des idées vers les décideurs ou vers la prise de décision? Question très épaisse, immense. Alors, en 10 minutes, je pense qu'il y a 2 points sur lesquels, pour répondre à cet ensemble de questions, il y a 2 points sur lesquels, il me semble, je pourrais attirer l'attention. Et en lien d'ailleurs à ce que j'ai dit dans la première partie. Le premier point, c'est la question de la culture démocratique. Et le deuxième point, c'est les avantages pour cette culture démocratique du local, du territorial. Alors le premier point, rapport entre culture et démocratie. Bon, c'est un rapport évidemment complexe. Mais si la démocratie, comme je le disais tout à l'heure, est autre chose que la simple procédure de désignation des gouvernants, si elle est une forme de société, c'est-à-dire donc des mœurs, des institutions qui nous permettent de prendre en charge ensemble le destin d'une communauté, nous en concluons qu'il faut bien une culture démocratique. Alors, beaucoup l'ont dit, pas de démocratie sans individu démocratique. D'accord, mais où est-ce qu'on va trouver cet homo democraticus? On ne va pas le trouver, il n'est nulle part. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas le trouver, il faut le former. Périclès, le grand homme politique athénien, défenseur de la démocratie athénienne contre l'oligarchie spartiate. Il expliquait dans un discours célèbre qui a été rapporté par Thucydide, il expliquait que la force d'Athènes face à Sparte venait de son régime démocratique, dans lequel les citoyens vivent, comme il le dit, amoureux de la beauté et des choses de l'esprit, à la différence des rudes et austères spartiates, justement.
S'agit-il de dire donc qu'on forme à la démocratie quand on forme à la culture? Une question majeure. Alors, si on disait, mais oui, c'est évident, on irait beaucoup trop vite. On irait beaucoup trop vite. On oublierait, premièrement, qu'il a existé des sociétés démocratiques, ou disons proto-démocratiques, qui n'ont pas connu de développement des connaissances et des arts. C'est-à-dire ce qu'on nomme culture. C'est le cas de sociétés premières, c'est le cas de sociétés africaines, en Éthiopie, etc. etc. D'accord ? Et puis, on oublierait surtout, deuxièmement, me semble-t-il, que des sociétés parfaitement cultivées, mettant les connaissances et les arts au premier plan, à l'honneur, peuvent résolument tourner le dos au régime démocratique et adopter des valeurs martiales, hiérarchiques, impériales, etc., etc. La société allemande des années 30 doit quand même toujours nous rester en mémoire. Bon. Il faut donc peut-être prendre la question autrement et se demander pourquoi les démocraties aujourd'hui paraissent fragiles, on en a parlé tout à l'heure. Pourquoi les valeurs qu'elles prônent, alors lesquelles? La liberté sans domination, l'égalité d'attention, dont je parlais tout à l'heure, la coexistence dans la pluralité. Pourquoi toutes ces valeurs sont aujourd'hui remplacées par celles que je viens de citer? L'exclusion, la hiérarchie, la puissance. Nous aurions peut-être intérêt à nous dire que la démocratie, parce qu'elle est une manière de se rapporter aux autres, c'est-à-dire donc ce que disait une forme de société, est aussi une attitude. Et une attitude très exigeante. Rendez-vous compte, il faut vivre avec ceux qui n'ont pas la même conception du bonheur que moi, pas la même conception de la vie commune, pas la même compréhension des fondements de la société. Ils n'ont pas la même compréhension des fondements de la société, mais il faut faire société avec eux. Alors, il faut faire société avec eux à condition qu'ils le veuillent bien aussi, c'est-à-dire qu'ils respectent l'idée démocratique. Et il faut le faire sans exiger donc des autres de changer de comportement. L'exercice est difficile. C'est pour ça que la démocratie est une attitude et une attitude exigeante. Il faut à la fois considérer que l'opinion que l'on défend est celle qui est vraie, sans considérer cependant que les autres sont fausses. Ah oui. Ce qui est bien donc une prouesse. Et plus encore, il faut accepter, et ça c'est ce qu'il y a de plus dur, il faut accepter que nos conceptions politiques puissent être mises en minorité. L'attitude est difficile. L'attitude est très difficile. Et les stratégies de fuite sont très nombreuses. Alors, il y a 2 stratégies de fuite qui sont très largement connues. Première stratégie, se retirer sur les intérêts privés. Fuir l'espace public et ce qui s'y joue. Se créer une petite société, la famille, les proches, et négliger la grande société que l'on forme pourtant. Alors, Tocqueville a été le premier à saisir ce mouvement de retrait dans les sociétés démocratiques et il l'a nommé individualisme. Deuxième stratégie de fuite, vouloir homogénéiser l'ensemble de ceux avec lesquels on forme société. Faire en sorte, par des formes de conversion ou d'exclusion, que la société soit non plus une société à proprement parler, mais un ensemble d'individus se sentant appartenir à une sorte de totalité dont les membres maîtrisent les limites. Vous aurez reconnu le nationalisme et l'idéologie qui correspond à cette volonté de l'homogène. Ces 2 formes de fuite sont redoutables. Et l'expérience nous apprend qu'elles nourrissent justement les tendances antidémocratiques. Dire dans cette perspective que la culture nous permet de lutter contre ces formes de repli n'est à mes yeux pas une formule vide. Si par culture, on entend ce mouvement d'ouverture vers des formes de nouveauté et de diversité, c'est-à-dire ce mouvement vers l'accroissement de nos expériences qui va contre ces tendances antidémocratiques de restriction. J'en termine très rapidement. Je voulais dire un point sur l'échelon local, la question du local. C'était mon 2e point. Donc il va de soi que l'égalité d'attention dont je parlais tout à l'heure ne peut être une réalité que dans l'égalité, me semble-t-il, des territoires. Et que l'égalité des territoires ne peut être assurée que par des institutions qui l'organisent.
Et c'est bien sûr le cas de l'offre culturelle, dont nous savons qu'elle souffre aussi des inégalités. On l'a rappelé, on vient de le dire, les inégalités socio-économiques sont aussi des inégalités culturelles, donc, je le redis, des inégalités en matière d'expérience. Ces expériences qui sont nécessaires pour introduire une culture démocratique. Voilà pourquoi il est évidemment absolument indispensable que l'offre culturelle ne soit pas simplement une politique d'État, mais donc une politique locale. Bon, il faut bien la concevoir, me semble-t-il, cette politique locale, et je pense que c'est ce que vous faites. Il faut la concevoir comme un élément dans une politique de redistribution, parce que c'est ce qu'elle est. Je voudrais juste terminer par un point sur le local, par une remarque de Tocqueville que je viens de citer. Il est frappé, Tocqueville, lorsqu'il observe la société américaine du milieu du XIXe siècle, il est frappé par l'importance des associations locales, qu'elles soient civiles ou politiques, dans lesquelles les citoyens ne cessent de s'impliquer. Ce qu'il explique, c'est que cette activité locale permet de contrebalancer la tendance au repli sur soi, l'individualisme, que les Américains donc connaissent par ailleurs. Ils sont ramenés vers l'intérêt général par ce travail de gestion, ensemble des affaires communes. Donc ils sont ramenés vers quoi ? Ils sont ramenés vers la recherche du consensus, de l'accord, de la composition avec d'autres opinions que la sienne. Mais ce consensus, cet accord, est sans doute beaucoup plus facile à atteindre à cet échelon local. Parce que la familiarité avec la situation, la familiarité avec ceux qui portent le désaccord, pousse moins vers la polarisation, vers la radicalisation, que des options politiques plus générales et nécessairement plus abstraites favorisent, prédisposent. Je conclus juste là-dessus par une phrase. Il me semble que la formation du citoyen, c'est-à-dire donc de la culture démocratique, se joue, en suivant ce que dit Tocqueville, essentiellement dans le local. Merci. Merci sur ce projet aussi pour les politiques culturelles de travailler la culture démocratique. Alors je m'adresse à Cédric maintenant, puisqu'il devait synthétiser les questions que vous avez pu poser en utilisant le QR code. Est-ce que tu peux maintenant les formuler, ce qui fait que vous aurez l'occasion peut-être de reprendre la parole et de compléter vos propos qui ont été forcément un peu contraints par le temps. Déjà, alors, je suis confus parce qu'en fait, vous voyez, il est 11h05, on a un peu dépassé le timing, donc on a eu quelques contributions. J'ai pris le parti plutôt de vous laisser continuer, ça me semblait important de vous entendre jusqu'au bout, que vous puissiez développer les arguments. On a eu 9 contributions dans le chat. Ce que je vous propose, pour pas qu'on prenne trop de retard, c'est que je vais lire celles qui ont été le plus votées. Enfin, il y a eu un vote sur 3 questions prioritaires. Mais avant ça, il faut que je fasse un agrandissement de mon écran. Tac. Donc, déjà, 3 réactions sur l'intervention de Blanche. Donc, la conclusion à en tirer, c'est simple. Désengagement de l'État au profit des élus locaux. Recentrer les compétences de l'État sur ses missions régaliennes et arrêt du jacobinisme d'État. Les Français ont confiance dans le local, point d'exclamation. Deuxième réaction, très éclairante de comprendre que 80% des activités sont des activités de service et qu'on continue à les mesurer avec des indicateurs qui ne sont pas adaptés. La mesure renvoie à la question du sens. Cela invite les exécutifs des collectivités à s'en emparer en urgence. Troisième réaction sur l'intervention de Blanche à nouveau. Donc la conclusion à en tirer est simple. Désengagement de l'État au profit des élus locaux. Recentrer les compétences de l'État sur ses missions régaliennes. Et arrêt, c'est le même que ce que moi, j'ai relu 2 fois. Parfait. Donc deux réactions, pardonnez-moi. Ensuite, 3 questions. Et malheureusement, je ne pense pas qu'on ait le temps d'y répondre, donc je vous invite à en discuter avec les intervenants pendant la pause, qui ont été likées, n'est-ce pas, comme on dit dans les réseaux, n'est-ce pas, aujourd'hui. Comment articuler démocratie élective, les représentants élus, et démocratie délibérative, les conventions. Seconde question pour Florent Guénard. On substitue souvent le principe d'équité à celui d'égalité. Est-ce parce qu'on renonce au principe d'égalité ? Et troisième et dernière question, peut-on clarifier ce que recouvre le réservoir civique mentionné par Blanche ? Et je souhaiterais lire une dernière question qui était plutôt tournée et adressée à Florence, concernant votre approche, je pense, des communs. S'agit-il véritablement, uniquement de coproduction
ou de coopération? Voilà les questions auxquelles on ne pourra pas répondre. Mais je vous invite peut-être à en discuter pendant la pause, puisqu'on va se mettre en pause à partir de maintenant pour respecter le timing de la matinée, sachant qu'on reprend à 11h20 la seconde table ronde. Voilà. Bien, merci à vous trois. Et puis donc, rendez-vous autour du buffet pour répondre à ces questions. Merci.